Les invités du second entretien du jour sont David Lépée et Pascal Esseri, qui est le directeur de la rédaction d'Éléments. Ils nous présentent le dernier numéro du magazine des idées qui sort aujourd'hui. Et vous le savez, Éléments réalise également une émission sur TV Liberté. Il est quasiment 8h30 sur Radio Liberté. On retrouve les invités du second entretien du jour, David Lépée et Pascal Esseri, le directeur de la rédaction d'Éléments. Ils nous présentent le dernier numéro du magazine des idées qui sort aujourd'hui. Pascal Esseri, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, donc mercredi 22 novembre, sort le nouveau numéro de la revue Éléments, donc le numéro 169 de décembre 2017 et janvier 2018. Et pour en parler, vous êtes accompagné de David Lépée. David Lépée, bonjour. Bonjour. Alors, Pascal Esseri, on peut dire qu'il y a plusieurs temps forts dans ce nouveau numéro d'Éléments. Tout d'abord, un entretien que vous avez réalisé avec Matthew Crawford. Voilà, exactement. Alors, je l'ai pas réalisé, puisque c'est notre correspondant aux États-Unis, qui s'appelle Ethan Rundle, qui l'a fait. On l'a supervisé. En fait, Matthew Crawford, c'est un brillant universitaire qui a payé à prix d'or à Washington et qui a démissionné un beau jour pour ouvrir un atelier de moto. Et donc, de cette expérience, il en a tiré un livre qui, à mes yeux, est un livre profond, amusant, drôle, qui s'appelle L'éloge du carburateur, qui a connu un succès assez important. Le sous-titre, c'est Essai sur le sens et la valeur du travail. Et oui, ce qui est important dans nos sociétés actuelles, où on a l'impression, Pascal Esseri, que le travail est soit vu comme un instrument, on va dire, d'aliénation au sens strict, c'est-à-dire, ou alors quelque chose qui doit complètement disparaître. Oui. Oui, d'autant que lui, en fait, par son exemple, ce qu'il prône, c'est un retour au travail artisanal, au travail de la main. Et donc, ce qui est très intéressant, pourquoi on est allé voir cet essayiste américain, c'est qu'il y a toute une génération aux États-Unis en ce moment. Il y a lui, donc Matthew Crawford, il y a aussi David Graeber qui a fait ce livre sur les jobs à la con, qui a fait aussi un autre livre sur la bureaucratie libérale. Et donc il y a toute une génération aujourd'hui aux États-Unis qui finalement critique le libéralisme de l'intérieur de la bête, si j'ose dire. Et ça devient très intéressant, passionnant, puisque ce sont des auteurs américains qui finalement, c'est une critique in vivo. Et ce qui nous a vraiment surpris, parce que c'est un travail en réalité de 6-8 mois, c'est que Matthew Crawford connaissait les thématiques, les thématiques d'Éléments, et qui nous a un petit peu, qui nous a indiqué le chemin, qui nous a conseillé, posez-moi telle question sur la théorie du genre, sur ce type de Google qui a été viré pour sexisme, etc., etc. Et donc c'est un vrai dialogue. C'est la raison pour laquelle nous l'avons installé sur 8 pages, ce qui est assez rare, parce que je pense que c'est une rencontre aussi importante que celle que nous avons pu faire avec un philosophe comme Marcel Gauchet. C'est aussi important que Michel Onfray. Voilà, c'est à mon avis, des rencontres fortes qui vont marquer les lecteurs d'Éléments. Oui, et d'autant, Pascal Esseri, que c'est aussi une manière de montrer que il ne faut pas tomber dans une sorte d'anti-américanisme primaire qui reviendrait à dire que, quoi qu'il advienne, aux États-Unis, on ne pense pas contre la logique de globalisation qu'ont incarné pendant des années, qu'ont porté pendant des décennies les États-Unis d'Amérique. Il y a une quinzaine d'années, je n'étais pas rédacteur en chef ni directeur de la rédaction d'Éléments. Il y a eu un très beau numéro qui s'appelait un numéro d'Éléments, l'Amérique qu'on aime. Donc on dit... les esprits un peu mal passés
disent que élément anti-américain, en fait, voilà. C'est toujours plus subtil et exactement. Plus donc, équilibré que cela. Tout à fait. Et pour nous, c'était une rencontre importante. Et qui, pour la petite histoire, nous a permis de, comme dirait David, de glisser une petite quenelle aux éditions de la Découverte qui nous empêchait de... Oui, de contacter Matthew Crawford. Non, mais Matthew Crawford, et en fait, qui font barrage sur tous les livres qu'ils publient, qui font barrage et qui boycottent Éléments. Et donc voilà. Oui, c'était une belle réponse du berger à la bergère, exactement, comme on dirait en France. Alors justement, en parlant des États-Unis, mais parfois du côté très critiquable, à juste titre des États-Unis, on en a déjà parlé plusieurs fois, on a même fait l'objet d'éléments à la fois sur Radio Liberté, mais en d'autres occasions. Vous revenez sur l'excellent documentaire qui s'appelle La guerre fantôme, consacré, on peut dire, à la prédation d'Alstom par General Electric. Exactement. Vous avez eu la gentillesse de suivre le colloque que nous avons organisé sur la guerre des droits entre États-Unis et Europe. On revient sur ce qui m'apparaît comme un documentaire très très fort, documentaire de deux jeunes gens qui s'appellent David Gendron et Alexandre Rettre. C'est les coulisses en réalité de la vente d'Alstom à General Electric. Le documentaire s'appelle Guerre fantôme, la vente d'Alstom à General Electric, et donc qui a été diffusé sur LCP, Assemblée nationale, et qui à mes yeux c'est un documentaire qui est palpitant comme un bon polar. Ils l'ont monté comme un polar, oui, en fait. Tout à fait. Ils l'ont monté comme un polar. Et on a eu la chance d'accueillir, lors de notre colloque, d'accueillir les deux auteurs. Et donc, disons que l'article là revient un peu plus en détail sur les coulisses effectivement de cette vente. Oui, puisque d'autant que l'actualité nous explique, Pascal Essiri, que ça ne concerne pas qu'Alstom, parce que semble-t-il, des éléments qui ont été indiqués à la fois par les deux documentalistes, mais également lors du colloque la guerre des droits, le prochain sur la liste, c'est Airbus, voilà. Pour les mêmes raisons à peu près. Tout à fait, à peu près. Oui, sur les raisons de l'extraterritorialité du droit, effectivement, Airbus est dans la ligne de mire de plusieurs affaires judiciaires. Ce qui est intéressant, c'est que les deux auteurs arrivent à rendre compréhensible une matière qui est assez difficile, le droit, qui est assez difficile à comprendre. Oui. Donc on incite vraiment les auditeurs de Radio Liberté, non seulement bien entendu à lire Éléments, mais notamment cet article, Pascal Essiri. Et donc, on va dire le gros morceau de ce nouveau numéro d'Éléments qui sort donc aujourd'hui, je le rappelle, mercredi 22 novembre, c'est le dossier consacré à la nouvelle vague du conservatisme, puisque un dictionnaire du conservatisme vient de sortir. Vous avez interrogé certains de ses auteurs et directeurs. Il y a plusieurs articles consacrés à ce conservatisme, mais il y a, et là on va interroger David Lépée, un article rédigé justement par David Lépée qui explique pourquoi vous n'êtes pas conservateur. Oui, qui prend le contre-pied de notre dossier. Le hasard fait que c'est moi qui suis là et je suis donc assez peu représentatif de l'ensemble du dossier. Encore que le texte, la contribution d'Alain de Benoît fasse un peu la part des choses entre ces deux positions. Moi, effectivement, je ne suis pas conservateur. C'est un mot qui ne me dit pas grand-chose. Je repense souvent à cette phrase de Chesterton qui disait que l'occupation des progressistes est de faire des erreurs et que l'occupation des conservateurs est d'empêcher les erreurs d'être corrigées. Alors, l'un ne me paraît pas plus enviable que l'autre. Le problème, c'est que le conservatisme n'est pas un corpus de valeurs, mais c'est plutôt quelque chose de contextuel. C'est un rapport au mouvement de l'histoire. Le fait est qu'en France, c'est une tradition qui n'existe même pas vraiment, ou alors qui remonte à très loin. Et encore, elle serait plutôt liée à la contre-révolution, qui n'est pas forcément, qui est peut-être plus réactionnaire que conservatrice. C'est d'ailleurs la thèse d'un livre qu'on recommande, qui est sorti l'an passé, le livre de Laetitia Strauch-Bonnard sur le conservatisme, où elle explique, elle a de l'admiration pour le modèle anglais, notamment pour Roger
Roger Scruton. Et elle dit le problème, c'est que en France, et notamment depuis Maurras, cette tradition n'a pas lieu d'être, et je suis assez d'accord avec elle. C'était l'objet d'un livre de François Mayol ou François Huguenin, je ne sais plus exactement le nom exact de l'auteur, qui s'appelle François Huguenin, c'est le conservatisme impossible, qui expliquait à la fois le problème de Maurras et l'influence malgré tout de Maurras pendant très longtemps à droite au sein des droites françaises, mais également qu'en substance, à cause de 1789, il ne peut exister réellement de mouvement, de poids important du conservatisme en France, contrairement à des pays effectivement qui sont plus de tradition, où il y a une vraie tradition conservatrice, que ce soit la Grande-Bretagne, mais également l'Allemagne ou dans une certaine mesure l'Italie. Oui, mais il se trouve que en ce moment, on voit apparaître en France des plumes, des essayistes, des romanciers. Enfin, voilà, il y a toute une génération, une jeune génération. Et là, on pense à Mathieu Bock-Côté, on peut penser à d'autres auteurs qui se revendiquent de ce conservatisme. Malheureusement, l'histoire de France nous enseigne, et là, je ne veux pas faire de procès d'intention, surtout que j'aime beaucoup ce qu'écrit Mathieu Bock-Côté, mais que ces tendances néo-conservatrices, en général, finissent par se rallier sur une forme de libéralisme ou de bourgeoisie d'argent. C'est un avenir que je ne le souhaite pas, mais c'est la raison pour laquelle je ne souscris pas à cette position. Pascal Essayec et David Lépée, c'est souvent aussi l'objet justement de tout ce qu'il y a derrière le concept de dextrogir développé par Guillaume Bernard, qui dit que pour lui, justement, l'avantage du moment Macron, c'est que ça permet de séparer une bonne fois pour toutes ce que lui appelle de ses voeux un certain conservatisme du libéralisme, notamment le libéralisme économique et sociétal. Voilà. Alors après, est-ce que l'avenir lui donnera raison? C'est une autre question. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons invité à écrire sur ce thème dans le dossier, effectivement, sur le thème de conservatisme. Est-ce que c'est l'antithèse ou l'antichambre de la tradition? Voilà. Et c'est à retrouver dans ce Mais c'est une vraie question, parce que souvent, sans rappeler le mot d'un des, je ne sais plus quel duc d'Orléans, donc au début du XXe siècle, qui disait que conservateur, le mot commence mal. Oui, tout à fait. Mais c'est une vraie question. On ne sait pas très bien comment il termine. Non plus, puisque... Mais je crois que c'est Molnier qui disait ça. Oui, et qui, lui, justement, on peut considérer, pour revenir à ce qu'on disait il y a quelques instants, Pascal Essayec et David Lépée, c'est que certes, en France, il n'y a pas eu vraiment de grands mouvements conservateurs aussi importants, par exemple, qu'en Grande-Bretagne, alors que c'est la même chose, on peut dire, dans une certaine forme pour le libéralisme économique. La France a produit de grands intellectuels conservateurs. On pense notamment à des gens comme Taine, par exemple. Oui, il y a des attitudes conservatrices, en fait, plus que des mouvements constitués. Mais est-ce que la vraie question, je ne sais pas si on verra, c'est aux auditeurs et aux lecteurs donc d'éléments de se faire cette opinion, mais est-ce que la question, justement, c'est pas est-ce que le conservatisme n'est pas d'abord une question d'attitude plus qu'une question d'idée? C'est peut-être aussi une question de vocabulaire. En fait, je pense qu'on est quand même globalement d'accord sur certaines valeurs à défendre. C'est cette question dialectique de comment on se situe par rapport au monde des choses qui nous oppose sur un plan peut-être plus philosophique. Écoutez, donc à lire ce grand dossier, la nouvelle vague du conservatisme, et j'ai vu également en parcourant le sommaire, Pascal Essayec, qu'on revoit revenir certaines plumes habituées d'éléments, et notamment Yves Christen. Ah bah oui. Oui. On peut saluer le retour d'Yves Christen. Il était jamais bien loin, vous savez, mais effectivement... il a son portrait d'ailleurs, oui, il a son portrait, lui. Effectivement, il revient sous la forme d'une chronique régulière. Il est chargé de faire un bestiaire, voilà. On connaît, Yves Christen est un biologiste... un scientifique de renom qui a des idées bien arrêtées sur l'évolution, les lecteurs vont le découvrir petit à petit, donc il sera en charge effectivement de faire un bestiaire, chaque numéro sur un animal. Et donc essayer de donner l'actualité scientifique du moment sur un animal bien précis. Donc voilà. Et pour terminer, Pascal Essayec, il y a quand même une sacrée surprise, peut-on dire, dans ce numéro d'Éléments, donc qui sort aujourd'hui, on le rappelle, mercredi 22 novembre. C'est un article de Xavier Aimant, où Xavier Aimant, on peut dire...
une vision positive d'une série télévisée. Ce qui est quand même assez exceptionnel quand on connaît Xavier. Et oui, il change lui aussi. Et là, c'est au sujet effectivement de la série Engrenage. Une série qu'il a beaucoup appréciée c'est la série Engrenage. En fait, c'est la 6e saison, hein, c'est ça. Ouais. Et donc, oui, effectivement, il en parle avec... Enfin, il donne envie de la voir, effectivement. Alors, il est en avance sur ses bonnes résolutions 2018. Voilà. Parce qu'il a décidé d'être un peu optimiste, c'est ça? Non. Mais bon, bien entendu, on retrouve toujours sa chronique habituelle, son billet toujours incisif à lire, à retrouver également, donc à lire également un article consacré à la revue, et plus exactement au trésor de l'ancienne revue littéraire Mathieu-Luc. Nous avons évoqué justement avec Xavier Aimant au sujet du dernier numéro de la revue Lire Berbrit. Et donc voilà, donc on le rappelle, Élément, donc le nouveau numéro qui sort aujourd'hui, mercredi 22 novembre, le numéro 169 de décembre 2017 et janvier 2018. Et on le rappelle plus que jamais, pour les revues et surtout pour des revues comme Élément, le plus important, si vous voulez vraiment les soutenir, c'est de vous abonner. Merci messieurs. Merci beaucoup.